La Tanzanie est née en 1964 de la fusion du Tanganyika et de Zanzibar. 3 villes s'imposèrent, Dodoma, la capitale politique, Dar es Salaam, le centre économique, et Arusha, au pied du Kilimandjaro, un volcan endormi sur le toit du continent africain. Au milieu du 19e siècle, les géographes furent sceptiques quand un missionnaire allemand leur raconta avoir vu des neiges éternelles près de l'équateur. Les neiges qui inspiraient Hemingway culminent à près de 6000 mètres d'altitude. Le Kilimandjaro est un des rares sommets au monde à atteindre une telle hauteur sans faire partie d'une chaîne de montagnes. Sa formation remonte à 1 million d'années. Il se dresse au bord de la vallée du Rift, une longue faille de l'écorce terrestre qui ne cesse de s'élargir et qui traverse l'Afrique de l'Est selon un axe nord-sud. Presque 2 fois plus vaste que la France, la Tanzanie offre une surprenante diversité géographique. L'intense activité volcanique a modelé les paysages et enrichi beaucoup de terres où la végétation est favorisée par des pluies abondantes et régulières. Plus de 60% du territoire sont d'ailleurs couverts par une immense steppe herbeuse. Tout le long de sa façade orientale, la Tanzanie déroule 1400 km de côtes ouvertes sur l'océan Indien. C'est là que s'installèrent les premières communautés urbaines, car le littoral fut longtemps la seule voie d'accès vers l'intérieur des terres. Les rivages, aux courbes hospitalières et les nombreuses îles coralliennes servirent d'avant-poste à la découverte progressive d'un pays haut en couleurs. Dans le nord du pays, à la frontière du Kenya, plusieurs parcs nationaux ont été créés, comme celui d'Arusha, fondé en 1960. La visite est sévèrement réglementée. Elle ne peut se faire que pendant la journée et les visiteurs ne peuvent quitter leur véhicule pour éviter les contacts avec l'environnement. Certaines espèces animales sont en danger, comme le colobe, un singe tellement craintif qu'il passe sa vie dans les arbres. Les animaux non menacés bénéficient aussi, bien entendu, de la protection du parc. Toute modification du cadre de vie peut avoir de graves conséquences. S'il ne peut pas se baigner, l'hippopotame est condamné. Et la girafe boit difficilement si le niveau de l'eau est trop bas. Les flamants roses ne semblent pas menacés dans leur nombre car ils forment des groupes impressionnants. Pourtant, leur nombre varie en fonction de l'environnement. Si la salinité de l'eau augmente parce qu'il ne pleut pas, la nourriture diminue et oblige les flamants roses à se déplacer vers un autre lac. Sur les berges, ils côtoient dans l'indifférence les ibis sacrés et les marabouts. En prenant de la hauteur, on aperçoit de loin la girafe, dont le garde-manger est bien protégé. Les feuilles d'acacia, épines comprises, sont un mets de choix pour l'animal qui s'incline devant un tel buffet. Les parcs nationaux jouent aussi un rôle important dans la conservation de la flore. 10% du territoire tanzanien font ainsi l'objet d'une surveillance permanente. Au nord du pays se concentre la majorité des 36 millions d'habitants. Les Tanzaniens appartiennent pour 95% d'entre eux au vaste groupe des Bantous, qui dominent une bonne part du continent africain au sud de l'équateur. Dans la seule Tanzanie, les Bantous se divisent en 130 ethnies, mais elles vivent en harmonie car aucune n'a pu prendre l'avantage numérique. La Tanzanie compte parmi les pays les plus pauvres au monde. À cause de la faiblesse des ressources, beaucoup de femmes sont contraintes de travailler en dehors de la maison dans une proportion nettement plus élevée que pour le reste de l'Afrique. L'agriculture fournit la moitié du produit national brut. Elle assure la subsistance pour 85% d'une population qui vit en grande partie loin des villes. Le potentiel agricole est réel. 1/5 seulement des terres cultivables est valorisé.
Arusha doit une part de sa notoriété mondiale au tribunal installé par les Nations Unies pour juger les auteurs du génocide commis au Rwanda, tout proche, en 1994. L'harmonieuse répartition ethnique garantit la stabilité de la Tanzanie. Les religions y contribuent parce que leur influence est d'importance à peu près égale. La nature sauvage reprend vite ses droits en Tanzanie, notamment dans les marécages qui forment un trop-plein d'eau apprécié des animaux après la saison des pluies. Au sud d'Arusha, après 120 km de terre cultivée, s'ouvre le parc national de Tarangire, beaucoup moins fréquenté par les visiteurs que ses grands voisins. La journée commence à peine que les premiers charognards se rassemblent en prévision de leur prochain festin. Dans la famille des cigognes, les marabouts sont avantagés par leur long bec et pourtant, ils sont toujours précédés par les vautours. Le matin, la savane est calme. L'impala, comme le babouin, en famille, attendent les événements. Les intrus n'effraient pas le grivet ou singe vert, très répandu dans toute l'Afrique australe. Un animal sympathique, mais en réalité très nuisible, car il provoque d'importants dégâts dans les plantations. Il ne craint pas de courir parmi les termitières, et pourtant, c'est a priori au sol qu'il est le plus vulnérable. Quand ils sont surpris, la plupart des animaux sauvages prennent la fuite, comme les gazelles de Grant, très répandues elles aussi. Mais tout dépend du tempérament. L'éléphant fait part de son agacement en agitant la tête et en dressant les oreilles. Quant à l'autruche, elle sait qu'elle peut compter sur sa pointe de vitesse. Dans les parcs nationaux, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Celle des animaux ne l'est pas. Heureusement, car l'autruche peut atteindre les 70 km/h et le guépard, l'animal le plus rapide de la planète, court lui 2 fois plus vite. À la chasse, la vitesse sert la hyène que l'on réduit trop souvent à un charognard. Dans les troupeaux d'herbivores, pendant le repas collectif, un individu se tient toujours à l'écart pour faire le guet. C'est une réalité chez la plupart des espèces, comme la gazelle de Grant, qui porte le nom d'un explorateur britannique. Au moindre danger, le guetteur donne l'alerte, et c'est alors le repli stratégique. Les oiseaux ne rencontrent pas ce problème. En vol, les cigognes se reconnaissent de loin à leur cou et à leurs pattes qu'elles gardent tendues. Le Tarangire compte de nombreux baobabs, un arbre parfois aussi large que haut, dont le tronc souffre souvent du passage des éléphants. Plus au nord, le Manyara est un lac salé dont le niveau baisse, mais qui couvre encore les 2/3 du parc national du même nom. Pour certains, le nom Manyara désignerait l'endroit où 2 êtres se rencontrent. Nous sommes chez les Maasai, grands, minces et toujours élégants. Les femmes sont coquettes et jouent un rôle ambigu. Elles sont respectées, mais n'ont pas d'autorité. Les Maasai sont peu ouverts aux influences extérieures. Ils sont restés, en général, indifférents au travail des missionnaires, comme le Père Michel. Mon travail principal à Mtowambu est d'annoncer l'Évangile à ceux qui n'en ont encore pas entendu parler, en particulier les Maasai, et puis aussi à essayer d'alimenter la foi de ceux qui sont déjà chrétiens depuis de nombreuses années. Nous avons un dispensaire ici à la mission, où nous recevons environ 50 personnes par jour, qui souffrent surtout de malaria. Transmise par les moustiques, la malaria, on l'oublie trop souvent, tue chaque année 1 million de personnes dans le monde. La bouse de vache rend les cases étanches. Les Maasai vivent simplement, mais leur société est très structurée. Les fils ne deviendront des guerriers, les Moranes, que si leurs mères, au crâne rasé, ont connu la douleur de l'excision. Toute leur fierté en dépend. Je crois que la fierté des Maasai tient de leur mode de vie, de guerriers autrefois, et aussi nomades, de gens qui vivent très près de la nature et qui ont gardé toutes leurs coutumes.
Le nac d'eau, la toge dans laquelle ils s'enveloppent, porte toujours les couleurs de leur terre. La nature domestiquée a élevé le café parmi les produits les plus exportés. À 60 km au nord du lac Manyara, et au bout d'une piste qui monte à plus de 2000 mètres d'altitude, apparaît un site classé par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Le cratère du Ngorongoro. C'est le plus vaste cratère du monde, du moins dans la catégorie de ceux qui ne sont pas inondés. La ville de Paris pourrait tenir dedans. L'espace ouvert et les courants ascendants permettent aux marabouts de planer avec majesté. Ils développent la plus large envergure de tous les oiseaux, 3 mètres environ, et trouvent une grâce momentanée que l'on refuse de reconnaître aux charognards. Leur rôle dans la nature est pourtant essentiel. Le fond du cratère constitue presque une réserve à part entière où les gnous se rassemblent. À la recherche d'herbage, ils précèdent le cycle des pluies, guidés par un instinct infaillible. L'eau, toujours présente dans le cratère, est vitale pour les hippopotames. Si leur peau n'est pas régulièrement mouillée, elle se crevasse et l'animal ne peut survivre longtemps. Devant les objectifs, les animaux se succèdent. Le chacal hésite sur la piste à suivre, alors que le phacochère, visiblement, sait où il va. Les grues couronnées entament leur repas, comme l'éléphant, indifférent à ce qui l'entoure. Les zèbres se mêlent volontiers aux gnous, moins rapides qu'eux. Ils savent que les prédateurs choisiront la victime la plus lente. Les gnous et leurs petits prennent des forces avant d'accomplir leur migration. Leur nombre mis à part, ils n'ont aucun moyen de se défendre et paieront un lourd tribut aux lionnes qui attendent le moment opportun avec des contractions. La lionne ne chasse pas pendant la journée, il fait trop chaud. La journée, on fait sa toilette. Et la hyène attend. Mais le gnou a raison de se méfier d'une telle nonchalance. Comme celui de la hyène tachetée, le pelage permet souvent d'identifier les espèces. Impossible de manquer la gazelle de Thomson, du nom d'un explorateur britannique. On la repère aisément grâce à la bande noire qu'elle arbore sur ses flancs. Elle partage son environnement avec le gnou notamment. Dans les parcs, il est interdit d'appeler les animaux pour attirer leur attention. Interdiction aussi de leur donner des aliments car ils deviendraient vite dépendants. Il est également strictement interdit de quitter la piste. Mais comme il est aussi interdit de klaxonner, parfois il n'y a pas d'autre solution. Cela fait beaucoup d'interdits, mais le cratère du Ngorongoro n'est pas un parc d'attractions. Gravement menacés, les rhinocéros ont des cornes bien différentes de celles des buffles. Chez le rhinocéros, les cornes se forment sur la peau, alors que chez le buffle, elles sont fixées dans le crâne. Le buffle est un animal redoutable qui ne craint aucun prédateur. À la recherche de nourriture, les espèces évoluent au fond du cratère dans un mouvement continu. Les flamants roses avancent tête en bas, en filtrant l'eau dans leur bec et en retenant les micro-organismes. Le bec de l'avocette est différent, mais la technique est identique. L'articulation que les flamants roses possèdent au milieu de la patte ne correspond pas au genou, mais au talon. Le genou est dissimulé sous les plumes. Le cratère ne représente qu'une petite partie, 3% à peine, de la zone protégée du Ngorongoro. L'ensemble comporte d'autres trésors.
20 km au nord-ouest du cratère, la gorge d'Olduvai ouvre l'écorce terrestre sur une longueur de 40 km. Grâce au travail de l'érosion, le sol révèle les différentes strates qui le composent. Plus on descend, plus les couches sont anciennes. Celle du fond remonte à 2 millions d'années, au berceau de l'humanité. C'est ici que des archéologues anglais découvrirent les restes d'un de nos ancêtres, le Zinjanthrope, un australopithèque au crâne étroit, plus ancien et moins évolué que l'Homo habilis. Il était végétarien. L'Homo habilis était les deux, végétarien et carnivore. Il fabriquait de petits outils en pierre pour dépecer les animaux. On a aussi trouvé des traces de pas vieilles de 3 800 000 ans. Caribou Serengeti. Bienvenue au parc national de Serengeti. Au nord-ouest du pays, le parc s'étend sur un immense territoire, le plus vaste des parcs nationaux tanzaniens connus dans le monde animal pour sa douceur de vivre. Alors que les lions s'accordent régulièrement de généreuses siestes à 2 pas de leur garde-manger, certaines espèces ont pour mot d'ordre l'activité. Le scarabée roule une boule de bouse plus grosse que lui dans laquelle il pondra ses œufs. Curieusement, il la pousse à reculons, sans doute pour garder un œil sur la hyène. Pour vivre heureux, vivez cachés. Et pour vivre longtemps, ne restez pas seul. C'est pourquoi le zèbre apprécie la compagnie. Il sait que le lion lui préférera le topi. Pour passer inaperçu, les animaux utilisent leur environnement. Quand on n'a pas une tenue de camouflage aussi élaborée que celle du zèbre, il vaut mieux se faire discret. C'est le cas du damalisque, une antilope qui détale devant la menace des lionnes. Pas de panique, les damalisques ne risquent rien. Il est encore beaucoup trop tôt pour la chasse, même si la faim commence à tirailler l'estomac des lionnes. La lionne passe en revue les charognards avant de se placer en position d'attente, tous les sens en éveil, à l'affût de sa proie. Accablé par la chaleur, le guépard exhibe ses taches rondes caractéristiques et le lion semble aussi inoffensif qu'une grosse peluche. Une harde de girafes passe toutefois à distance respectable. On compte plusieurs sous-espèces de girafes qui se distinguent par leurs taches. Le forbe en candélabre ne peut dissimuler l'excellent grimpeur qu'est le léopard. On reconnaît le puissant félin à ses taches en forme de rosette. On identifie le territoire Maasai aux peintures rituelles appliquées sur d'énormes blocs granitiques. Certaines attestent de la présence Maasai dans la région depuis le XVIIIe siècle. Les blocs de granit servent de repères au milieu de l'immensité herbeuse. Les pensionnaires du Serengeti ne sont pas tous menaçants. Le daman est un lointain cousin de l'éléphant. Et la mangouste rayée forme avec ses congénères une communauté extrêmement solidaire. Quand leur sécurité est compromise, elles se regroupent et passent leur temps à explorer le sol. Pareil pour les phacochères, des porcins plutôt sympathiques, mais désavantagés par leur physique qui fait penser aux sangliers. En langue Maasai, Serengeti signifie « vaste plaine ». À l'aube, un safari hors du commun se prépare en communion avec la nature encore endormie. Pour s'élever, la montgolfière doit être remplie d'un air plus chaud, donc plus léger que l'air extérieur. C'est pourquoi elle s'envole au petit matin. Durant la journée, la température extérieure est trop élevée.
le ballon d'air chaud avance à la vitesse et au gré du vent. La nacelle offre une vue imprenable, dans un silence total, rompu de temps à autre par le rugissement du brûleur. L'atterrissage est parfois délicat, mais c'est une question d'habileté. Superbe vol ce matin. Vraiment très beau, très calme, très stable. On est passé au-dessus de la rivière et de la plaine. Ce fut parfait. Oui, traditionnellement, le vol en montgolfière se fait au champagne. Pilote et passagers communient ensuite au cœur de la savane en un petit déjeuner quelque peu surréaliste. Ce fut un vol superbe. Ah, ça a été une grande expérience et ça m'a vraiment plu. Ah, je crois qu'on ne peut rêver mieux pour un matin africain. La journée commence à peine et tout le monde n'est pas encore réveillé sur les berges des nombreuses rivières du parc. Chez les babouins, les jeunes mâles jouent déjà à des jeux de vilains. À l'âge adulte, un seul mâle imposera sa loi à tout un groupe. Le phacochère ne fait que passer. La prise en charge des petits ne pose pas de problème aux animaux qui vivent en groupe. En revanche, la famille du guépard est souvent monoparentale. Lorsque la femelle part à la chasse, elle met inévitablement ses petits restés seuls en danger. Une cinquantaine d'acacias différents se rencontrent en Afrique orientale. La plupart donnent des fleurs jaunes, très parfumées. L'acacia à épines sifflantes abrite souvent des nids de fourmis en forme de boule construits à la base des épines, ce qui ne perturbe pas les girafes. Le parc du Serengeti se prolonge à l'extrême nord-ouest jusqu'au lac Victoria, dont la moitié méridionale appartient à la Tanzanie. La surface d'eau douce, grande comme l'Irlande, est la plus vaste d'Afrique et la deuxième au monde. Le Nil trouve dans le lac une de ses principales sources. La vie économique y puise aussi beaucoup de ses ressources. La région est éloignée des grands axes de communication, mais la densité de population y est très forte. Mwanza est la localité la plus active sur la berge sud du lac. On y travaille dur pour mettre en valeur les ressources d'une région très fertile et surtout celles qui proviennent de l'immense réservoir d'eau douce. La pêche est en effet le premier moyen de subsistance des riverains. Le père du socialisme tanzanien, Julius Nyerere, a vu le jour non loin d'ici. La société s'est libéralisée petit à petit après 24 ans d'un même président au pouvoir. Aujourd'hui, ses idéaux sont oubliés. Ardent militant de la décolonisation, décédé en 1999, Nyerere n'a pas empêché les véhicules de rouler à gauche, une notion de toute façon très relative sur les routes tanzaniennes. Depuis la colonisation britannique, à la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux émigrants indo-pakistanais sont arrivés avec leurs références politiques et culturelles. Alors que la première ligne de chemin de fer a été construite par les Allemands, les Anglais laissèrent leur goût de l'uniforme. Mais rien de tel pour se déplacer au rythme local que le car, le matatu. Le territoire tanzanien compte environ 88 000 km de route, dont 4 000 seulement sont asphaltés. Les marchés aux bestiaux attirent toujours la grande foule dans un pays où les terres réservées à l'élevage occupent 8% de la superficie nationale. Le commerce du bétail avec les Maasai est possible, mais pas facile. En effet, selon une décision du dieu Ngai, les Maasai seraient propriétaires de tout le cheptel de la terre. Un trophée marque l'entrée d'une réserve de chasse.
En plus des parcs nationaux, la Tanzanie entretient plusieurs zones où la chasse est permise à des conditions très strictes. Les chasseurs installent des camps au cœur de régions isolées où le braconnage a fait des ravages. La chasse réglementée a dynamisé tout un pan de l'économie car elle fournit du travail à de nombreux Tanzaniens et elle génère un chiffre d'affaires non négligeable grâce à la taxation systématique. Taxe de jour, taxe de nuit, taxe de véhicule. Abattre un fauve comme le lion entraîne une taxe très lourde. Bien entendu, de nombreuses espèces ne peuvent servir de cible aux chasseurs. Exemple, l'aigle pêcheur que l'on reconnaît à ses plumes blanches. La carcasse du buffle abattu n'intéresse plus que les vautours. Perforés par les termites ou effeuillés par les girafes, les arbres sont soumis à rude épreuve. Le plus haut ruminant vivant y trouve l'essentiel de son alimentation. Selon certains spécialistes, les rayures du zèbre servent à réguler sa température. Tant mieux pour lui, parce qu'à l'ombre, les places sont chères. Dans les campagnes, la modernisation est loin d'être une réalité. Les méthodes traditionnelles font toujours leurs preuves et les arbres sont décorés de ruches tout aussi traditionnelles, en bois. Les moyens de déplacement, eux, se diversifient et les problèmes techniques se résolvent à la tanzanienne. Les salons de beauté n'ont pas beaucoup de succès dans un pays où l'élégance est naturelle, malgré la longueur des distances à parcourir à pied. L'habitat traditionnel varie selon les matériaux fournis par l'environnement et la hauteur empêche souvent d'y tenir debout. L'absence de fenêtres plonge l'intérieur dans la pénombre, mais permet surtout de conserver une relative fraîcheur. Chez les enfants, 5% seulement feront les études secondaires. La route du développement est encore longue. Au bord de l'océan Indien, entre le Kenya et le Mozambique, la Tanzanie a vu grandir son ancienne capitale, Dar es Salaam. Ici on dit Dar. La superficie de la ville a triplé en 40 ans, bien que son nom signifie havre de paix. Pourquoi un nom arabe pour la métropole tanzanienne ? Simplement parce que la ville a été fondée au XIXe siècle par le sultan arabophone de Zanzibar, qui voulait disposer d'un relais sur le continent. Le monument Askari a été élevé à la mémoire des soldats africains morts pendant la Première Guerre mondiale. Leur sacrifice est rappelé en anglais, en arabe et en swahili, la langue bantoue. La ville est marquée par différentes empreintes culturelles. Les références linguistiques britanniques, d'après la Première Guerre, alternent ici et là avec les influences architecturales allemandes d'avant-guerre. La ville doit son existence à un port tellement bien abrité de l'océan Indien qu'il était difficile d'accès à la saison des pluies. D'autres mouillages sont répartis le long de la côte. À une demi-heure du centre-ville, une série de boutiques précaires compose le marché de Mwenge. Les Tanzaniens aiment exprimer leur fibre artistique. Certains en vivent, mais encore faut-il avoir la patience d'attendre le chaland. Les traces laissées par les pluies diluviennes de l'automne austral n'empêchent pas les marchés de déborder d'activité.
à la sortie de la ville, les matatu se bousculent. Une bonne part de l'activité économique du pays reste concentrée à Dar es Salaam. Il faut 45 minutes de vol au départ de Dar, en direction du sud-ouest, pour atteindre l'immense réserve de chasse de Selous, la plus grande de toute l'Afrique, plus de 50 000 km². La tête du babouin ressemble à celle du chien, ce qui lui a valu l'appellation cynocéphale. Certains chiens ont de grandes oreilles. Plusieurs campements sont disséminés dans la réserve qui était au début du XXe siècle une réserve de chasse allemande. Son nom lui a été donné en 1922 en hommage à Frederick Courtney Selous, explorateur, naturaliste et chasseur d'éléphants. Aujourd'hui, c'est sans crainte que les éléphants viennent narguer les nouveaux chasseurs qui ne chassent que les images et le parfum d'aventure. Le safari en bateau est une aventure rare, possible au Selous grâce à la rivière Rufji. Le cours d'eau s'élargit en différents endroits pour former des lacs comme le Zerakera. Des milliers d'oiseaux ont élu domicile au milieu de ces immenses étendues d'eau. En raison de ses dimensions et de son éloignement, la réserve de Selous reçoit beaucoup moins de visiteurs que les autres. Les échassiers jouent l'indifférence, tandis que les hippopotames, s'ils sont dérangés, n'hésiteront pas à retourner le bateau qui les approche de trop près. L'hippopotame n'a pas d'ennemi, sauf le crocodile du Nil. C'est le plus grand reptile au monde. Sa taille peut dépasser 5 mètres. Son appétit est féroce et ses accélérations foudroyantes. À la fin de la journée, on apprécie le confort du camp, même s'il n'est pas construit en dur. Nous avons un camp de toile à Mbuyuni, en pleine réserve de chasse du Selous. Ce sont 12 tentes, toutes surélevées, toutes indépendantes, équipées de douches et d'un cabinet de toilette individuel. Elles sont sur une plateforme en bois et sont réalisées pour s'intégrer dans l'environnement. On peut ici pratiquer le safari à pied, car nous sommes dans une réserve de chasse, ce qui est peu courant en Afrique. On peut aussi faire des safaris en bateau sur la rivière Rufji. En Tanzanie, la densité de la population est la plus faible de tous les pays d'Afrique orientale. Mais dans les écoles, les classes sont parfois surpeuplées. Malgré des moyens modestes, le pays obtient d'assez bons résultats en matière d'éducation, puisque 85% des hommes savent lire et écrire. Même si les femmes sont à ce niveau toujours défavorisées, le taux d'alphabétisation masculin est un des meilleurs pour toute l'Afrique de l'Est. Le territoire tanzanien englobe aussi 3 îles de l'océan Indien, Pemba, Zanzibar et Mafia. Pour rejoindre la plus méridionale, une trentaine de minutes suffisent à l'avion de Dar es Salaam. L'appareil se pose sur la piste en terre battue d'un petit aérodrome rustique. S'il n'y a ni taxi, ni transport en commun, c'est le directeur de l'aéroport lui-même qui emmène les voyageurs dans le véhicule des pompiers. En chemin, il se peut que le moteur chauffe. Il suffit de remettre de l'eau dans le radiateur et c'est reparti. Quelques lodges, idéalement situées au bord de l'océan Indien, accueillent les visiteurs. L'île de Mafia est protégée par une barrière de corail presque ininterrompue.
Les embarcations doivent la franchir avec prudence, que ce soit les petits ngawala avec balancier ou les gros boutres dont la voile caractéristique a été inventée par les Arabes au 8e siècle. L'exploitation abusive du corail a conduit les autorités à créer une réserve marine, la plus vaste de l'océan Indien. La protection de la nature est certes une priorité, mais il faut composer avec les besoins de la population. Car la terre de Mafia est pauvre et les cultures de riz ou de thé exigent un travail acharné. Outre la population autochtone, l'île a connu une immigration aux origines très lointaines dans l'espace et dans le temps. Au Xe siècle, les premiers étrangers sont probablement venus de la ville persane de Shiraz. L'islam s'imposa dans la région à la même époque. Les marchés de Mafia ont conservé l'effervescence des souks dans les pays islamiques. La chaîne du froid n'est pas vraiment respectée pour les produits de la mer. Mais les couleurs et les senteurs témoignent de la variété des productions locales, garantie de première fraîcheur. Les Persans connurent ici 5 siècles de commerce prospère. Puis, les Portugais débarquèrent et firent connaître l'île musulmane aux Européens au commencement du XVIe siècle. Ce fut le début d'un métissage de races et de cultures toujours bien visible. Les Portugais n'assurèrent pas une présence permanente sur Mafia. Ils se contentaient de passer pour prélever des impôts payés notamment en fibres de cocotier. Cet arbre deviendra une importante source de revenus grâce aux plantations créées par le sultanat d'Oman qui prit le contrôle de toute la côte au milieu du XIXe siècle. La transformation de la noix de coco est toujours une activité porteuse sur l'île. Pour les Portugais, Mafia ne fut qu'une étape avant de poursuivre leur route vers les Indes. « 150 km plus au nord, Zanzibar. Les Swahili l'appellent Unguja, l'escale. 35 km séparent Zanzibar du continent. Quand les Portugais débarquent, ils découvrent une île où l'empreinte musulmane est marquante. Les navigateurs européens sont accueillis très fraîchement par les Arabes et les Perses, installés ici depuis le 7e siècle. Les Portugais partiront après 1 siècle et demi, chassés par le sultan d'Oman qui importa les premiers esclaves africains, un trafic auquel l'explorateur Livingstone s'opposera farouchement. Le musée du Mémorial de la Paix conserve plusieurs objets qui ont appartenu aux différents sultans, comme des coffres rehaussés de clous en laiton. L'église anglicane du Christ fut élevée sur le site de l'ancien marché aux esclaves, quelques années après l'abolition de l'esclavage, en 1873. Le Palais des Merveilles fut élevé 10 ans plus tard par le sultan qui mit un terme à la traite des Noirs. L'opulente demeure resta longtemps une des plus vastes de toute l'Afrique orientale. Elle contraste avec le vieux fort, construit par le sultanat d'Oman à la place d'une église portugaise. De nombreuses portes admirablement sculptées témoignent de la richesse de Zanzibar au XIXe siècle. Elles ont contribué au classement de la vieille ville par l'UNESCO. Les oiseaux vendus dans les rues sont libérés pour célébrer le dernier jour du Ramadan.
L'appel du muezzin à la prière se répand dans une ville à 90% musulmane. La plupart des femmes portent le boui-boui, un voile noir, ou le lezo, typique des Comores, pour se fondre dans le labyrinthe des rues. La vieille ville ne manque pas de charme malgré ses murs décrépits. La restauration a commencé, mais elle avance à pas menus. L'État propriétaire a décidé de vendre les maisons à bas prix à condition de les réhabiliter dans les 2 ans. Certaines revivent grâce à différentes communautés, hindouistes par exemple. Pour que la ville garde son cachet, des aides financières arrivent notamment d'Oman, même si les anciens maîtres de l'île suscitent encore de la méfiance. Au nom de la petite communauté ismaélienne, l'Aga Khan a transformé l'ancien dispensaire en un centre culturel. Tout Zanzibar tient en concentré dans ses marchés. Peu de villes en Afrique sont capables de brasser une telle diversité ethnique et culturelle. Les visages et les croyances, l'Orient débridé et l'Occident contenu, les modes vestimentaires et les accessoires, tout se fond et se confond, jusque dans les modes alimentaires. Sur les étals, on débite le poulpe en petits morceaux, alors que dans les marmites crépitent les pommes de terre frites. Les joueurs sortent au grand jour et les rythmes s'accélèrent. La réjouissance prend le relais après l'abstinence et la prière. C'est la fin du Ramadan, la fête de l'Aïd el-Fitr. Quand la nuit tombe, l'ambiance monte d'un cran avec les groupes de tarab, l'expression musicale la plus populaire de Zanzibar. Avec le naï, une flûte arabe, et des percussions africaines, le tarab marie de nombreuses influences pour accompagner un long poème chanté. Le ramadan n'impose plus ses interdits. On extrait de la canne à sucre un jus bien frais. Le soir, à Zanzibar, les lumières sont magiques, la chaleur est moite et les orages sont fréquents. À l'aube, le port de Zanzibar est animé par les boutres et les pêcheurs. C'est ici que naguère fleurissait le commerce du bois d'ébène. Rien qu'au XIXe siècle, 1,5 million d'esclaves transitèrent entre l'Afrique continentale et le port de Zanzibar. Au milieu du XIXe siècle, 80% des habitants de l'île étaient des esclaves. Zanzibar a de tout temps été une plaque tournante pour tous les commerces de l'océan Indien, y compris la contrebande. Le dala-dala est un moyen de transport économique. Il porte ce nom parce que le voyage coûtait $1 à l'origine pour un confort plutôt sommaire. Les voyageurs s'entassent dans un habitacle et sur des banquettes en bois. Au marché couvert, la terre de Zanzibar révèle sa fertilité et ses richesses. Le bâtiment principal abrite derrière ses murs en blocs de corail les marchandises dégradables. Le panier de la ménagère se remplit de produits frais et notamment celui qui imprègne toute la cuisine swahili de son huile et de son lait omniprésent, la noix de coco.
Les énormes clous chauffés au rouge et forgés sur des enclumes rudimentaires ont été introduits par les Portugais. Ils ont remplacé les fibres de noix de coco pour l'assemblage des boutres. Les charpentiers taillent à l'aide d'une herminette les branches coudées, généralement en palétuvier, qui serviront de base à la coque. Une perceuse à archet sert à creuser les trous dans lesquels se logeront les clous. L'étoupe, un résidu du chanvre utilisé dans les corderies, permet de calfater les interstices de la coque. Une technique ancestrale transmise de génération en génération. À travers le passé de l'île remontent les traditions et les secrets de fabrication jalousement entretenus, comme la pâte de chocolat fondue dans le cuivre. Le passé revit dans la maison habitée pendant 3 mois par Livingstone. L'Office du tourisme y a établi son siège. Quelques ruines sont les seuls vestiges du palais Maroubi. Détruit par un incendie, il abritait un harem de 100 femmes. L'immense fortune du sultan reposait en partie sur le commerce des épices, notamment le bouton floral du giroflier, le clou de girofle. La plupart des aromates ont été introduits à Zanzibar par les Arabes pour casser le monopole des Indiens. Beaucoup d'autres espèces végétales sont venues enrichir un jardin extraordinaire dont la richesse donne le tournis, même aux cocotiers. Le plaisir des sens inclut celui des bains à Kidishi. Les motifs d'inspiration persane imprègnent les stucs de l'arche musulmane. Au sud-est de Zanzibar, les arbres s'animent d'une vie étrange. Les enfants font de la haute voltige à la recherche des fruits les plus goûteux. Les jeunes connaisseurs apprécient aussi les noix de coco, mais ils affrontent la concurrence d'un singe exceptionnel. Enfants et singes utilisent les mêmes techniques d'escalade. Le colobe rouge est un des primates africains les plus rares et son cas inquiète les scientifiques. L'espèce est bien sûr protégée, mais son habitat forestier se réduit de plus en plus. La forêt de Josani est presque aussi exceptionnelle, car c'est en effet une des dernières portions de forêt encore sauvages sur l'île. La taille des arbres, leur enchevêtrement et leur combat pour la lumière sont caractéristiques de la forêt primaire. L'île de Zanzibar étire des plages magnifiques, surtout le long de la côte est, protégée du large par des formations coralliennes continues. Le patrimoine humain, passé et présent, les qualités d'un environnement encore préservé, les faveurs d'un climat ventilé par les alizés de l'océan Indien, autant d'avantages dont l'île entend tirer profit. Mais pas question de brider une nature aussi enthousiaste. Elle reprend vite sa place au travers d'investissements touristiques qui assurent aujourd'hui le tiers des revenus de Zanzibar. Zanzibar est une escale nécessaire en Tanzanie. Les explorateurs y ont rassemblé leurs forces avant de voguer vers le continent et se diriger vers les grands lacs, la vie sauvage et l'aube de l'humanité. Leurs traces sont bien visibles en Tanzanie. Il suffit de les suivre pour retracer l'aventure de l'homme sur Terre et pour mesurer le chemin qu'il a parcouru au pays du Kilimandjaro.